Mosaïque. Mosaïque. Bonjour et bienvenue à tous. Le gouvernement burundais se donne une vision que le Burundi sera un pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Le plan national de développement PND 2018-2027 est en cours d'exécution. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a déclaré il y a 3 ans, en juin 2020, lors de son investiture, sa vision que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Que de vision, en tout cas, pour tenter d'inverser la tendance en ce temps où le pays est classé parmi les plus pauvres au monde. Mais comment est géré le ou les budgets de l'État pour tout cela? Le débat mosaïque va porter aujourd'hui sur la gouvernance budgétaire impréalable à la relance économique du Burundi. Quel est l'état des lieux? Quels sont les défis, mais aussi des perspectives pour que justement cette gouvernance budgétaire puisse effectivement aider à la relance économique du pays? En passant, le budget général de l'État 2023-2024, dénommé budget programme, c'est une parenthèse peut-être, a été élaboré suivant les programmes, une première en ce sens. 3 invités sont avec nous sur le plateau. Faustin Ndikumana, économiste, directeur national de Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Léonce, et merci de nous avoir invités. Merci. Anatole Iladukunda, juriste, ancien magistrat à la Cour des comptes. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Léonce. Merci de nous avoir invités. Et puis, il y a vous, Francis Rohero, acteur politique indépendant, économiste de formation, comme Faustin. Vous avez été candidat à la présidentielle de 2020. Bonjour et bienvenue. Bonjour, et je profite de l'occasion pour dire aussi bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Isangani. Question à vous, Faustin Ndikumana, directeur national de Parsem. Une gouvernance budgétaire, ça vous dit quoi, vous? Quel en serait l'état des lieux au Burundi? La gouvernance budgétaire s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources pour mettre en application un programme. Il y a d'abord un programme politique, et peut-être Francis va beaucoup plus expliquer. Programme politique qui se traduit à travers les programmes, les plans stratégiques, et après on arrive même à des plans opérationnels. Mais tout cela nécessite la mobilisation des moyens. Mais la mobilisation des moyens aussi doit être accompagnée par une bonne gestion. Donc la gouvernance budgétaire ici, c'est la bonne gestion, la bonne programmation du budget pour qu'on puisse mettre en application avec des résultats concrets les programmes politiques qu'on s'est assignés à mettre en exécution. Donc c'est fondamental. On veut parler de la vision 2020, on appelle de la vision 2025, maintenant vision 2040, 2060, ça sont des projections. Mais comment mettre en application? Il faut des programmations stratégiques, il faut aussi la mobilisation des moyens. Tout sera combiné, c'est la gouvernance budgétaire. Pour le cas de figure, dans notre pays, c'est le budget de l'État. Il faut voir, est-ce que nous avons une gouvernance budgétaire qui permet à ce que tous ces programmes, toutes ces promesses qui sont annoncées par les politiciens puissent être mises en exécution. Parce que même si on lit le budget, il y a un programme et une promesse qui n'a pas une traçabilité dans le budget, c'est chimérique, ça devient du saupoudrage. Donc, je dois dire que quelque part, la gouvernance budgétaire est très fondamentale. Mais quelque part, le budget est chaque fois chiffré. Vous parlez comme si on fait des chiffres sans voir d'où on va. Justement, les chiffres, c'est le résultat d'un processus budgétaire. Comment on arrive à ces chiffres? Il faut alors voir, est-ce que le processus budgétaire est-il bien organisé pour que justement ces chiffres auxquels on arrive soient des chiffres vraiment réalistes
qui tiennent sur des contributions des uns et des autres pour avoir un programme bien ficelé à mettre en exécution. Donc c'est sur le processus budgétaire dans son ensemble. On parlait par exemple de à peu près 4 000 milliards pour le budget général de l'État, exercice 2023-2024, aujourd'hui, contre 2400 milliards pour le budget 2022-2023. Tout est chiffré. Est-ce que et on ne peut pas voir d'où on peut tirer cet argent. Est-ce qu'on évalue, il y a par exemple ce qui était qualifié les années dernières, il y a beaucoup d'années, la révision budgétaire pour passer à l'évaluation. Ça ne se fait pas aujourd'hui. Et je dois dire que il y a le processus budgétaire qui est là. Alors, quels sont les éléments qui doivent caractériser un processus budgétaire, une gouvernance budgétaire digne de son nom, qui aboutit à un résultat concret pour mettre en application toutes ces visions de développement que le pouvoir fixe. C'est ça ce qui est très fondamental. Et je voulais faire un tout petit peu de façon succincte, peut-être mes collègues, mes amis ici vont me compléter. Nous travaillons d'abord au niveau de la transparence. La transparence, c'est la publication des documents budgétaires. Donc, si on est en train d'élaborer le budget de l'État, il faut qu'à chaque étape d'élaboration du budget, il faut publier les documents relatifs pour que le citoyen soit associé. Quel document, par exemple? Par exemple, le projet de budget de l'exécutif dont il est question actuellement. Le contenu. Bon, on peut avoir ça ici et là de façon pas officielle. On peut avoir ce document de façon officieuse, mais les bons principes de bonne gouvernance budgétaire veulent que ce document soit disponible, par exemple, à partir du mois de mars, 3 mois avant sa publication officielle, donc même 3 mois avant le début de discussion budgétaire. Ça veut dire qu'à partir du mois de mars, on aurait déjà eu ce document pour commencer à discuter, à contribuer. Francis peut donner quelque chose. Est-ce que cela a eu lieu ou pas? Ça n'a pas eu. Même aujourd'hui, c'est comme ça, ça n'a pas eu lieu. Et puis je continue. Bon. Et il y a la participation du public. Donc dès que les documents ne sont pas publiés, le public n'est pas associé. Deuxièmement, il y a la programmation budgétaire. Le président de la République parle du budget programme. Mais tant qu'on n'est pas à un niveau de faire une programmation de long terme, 4 et 5 ans, pour que les budgets annuels aient une logique de mettre en application un programme, c'est déjà un problème. On devait même avoir des projets de développement, d'investissement bien étudiés avec des résultats contenus dans un document qu'on appelle PIP, Programme d'investissement public. Il y a aussi l'élément de redevabilité. Les ministres qui doivent venir eux-mêmes expliquer, chacun dans son ministère, le programme politique qui s'est assigné à mettre en application. Est-ce que ça les résultats actuels? Est-ce que ça ne se fait pas? Parce que le budget est présenté par le ministre des Finances au Parlement, n'est-ce pas? Il y a lieu de croire qu'il présente ce qui a été présenté par d'autres ministres. Non, il ne peut pas maîtriser tout. Non, il maîtrise les chiffres du ministère des Finances, mais qui doit expliquer le programme du ministère de la Est-ce que vous pouvez résumer? Je vais passer le micro. Non, je continue un peu. Je termine. Mais il y a aussi le dépassement budgétaire. Quand on dépasse ce qui est prévu sans autorisation, il y a la lutte contre la corruption, lutter contre le détournement des deniers publics. Et je termine sur le contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire, c'est ces institutions indépendantes, en l'occurrence la Cour des comptes, justement, la Cour des comptes et l'Inspection générale de l'État, n'est-ce pas? L'Inspection générale de l'État, dans une moindre mesure, assure le contrôle interne de l'exécutif. Mais la Cour des comptes, c'est une institution qui assure le contrôle externe du budget pour voir réellement si l'argent du contribuable a été utilisé avec résultat, donc sans détournement. Donc tout cela
de l'élaboration, de la transparence au contrôle, c'est tout cela qui fait la meilleure gouvernance budgétaire. C'est peut-être la même question à M. Anatole Iladou Kounda, juriste, ancien cadre de la Cour des comptes. Et justement, quand on parle de la gouvernance budgétaire, c'est quoi que vous entendez? Et la situation, c'est comment selon vous? La gouvernance budgétaire est tout un processus de l'élaboration du budget jusqu'au contrôle, c'est-à-dire au compte rendu budgétaire, en passant par la planification, qui est très essentielle, parce que l'élaboration du budget passe par la planification au niveau des ministères. Alors, la planification au niveau des ministères prend au départ à partir des priorités du gouvernement qui se transparaissent au niveau de ministères et les ministères essaient de compiler les activités qui vont être réalisées au niveau des ministères et c'est à partir de ces activités qu'on peut mobiliser des ressources pour exécuter ces programmes et activités. Ce sont les politiques publiques. À ce niveau, on fait le contrôle au niveau, après avoir élaboré le budget, il y a le contrôle en amont qui est fait par la Cour des comptes, par ce qu'on appelle commentaires sur le projet de loi de finances. Et aussi, il y a un contrôle qui est exercé par le Parlement au niveau quand le ministre des Finances se présente au Parlement pour expliquer le contenu du budget. Il y a aussi l'exécution du budget. Quand il y a l'exécution du budget, ce sont les ministères et institutions publiques qui exécutent le budget. Et après, il y a toujours le contrôle au niveau de l'exécution des programmes ou politiques publiques qui sont effectués par, justement, au niveau du ministère. Il y a inspection générale du ministère, il y a aussi inspection générale de l'État, qui font des contrôles au niveau de l'exécution. Et après, il y a le contrôle de la Cour des comptes après l'exécution. Il y a inspection du ministère et inspection de l'État. Oui, il y a une différence. Parce qu'au niveau du ministère, il y a l'inspection qui fait le contrôle des activités qui sont réalisées au cours de l'année budgétaire. Mais aussi, il y a l'inspection générale de l'État qui contrôle dans l'ensemble l'exécution du budget. Et après, il y a le contrôle de la Cour des comptes au moment où le gouvernement présente le projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire. Et puis la situation sur terrain, si on peut le dire ainsi, la situation, elle se présente comment? Oui, c'est-à-dire que la situation se présente d'une façon ou d'une autre, parce que les ministères font des planifications ou bien font des budgets au niveau des ministères après avoir programmé les activités qui vont être réalisées par les ministères et on essaie de compiler ces activités avec les modes de financement qui sont prévus par le ministère des Finances. Alors, on essaie de compiler ces activités dans un document qui est budget. C'est-à-dire quoi? Le budget vient financer les activités des ministères ou bien les politiques publiques qui sont élaborées au niveau des ministères et institutions publiques. Francis Lohiro, est-ce qu'il est nécessaire de répéter ces questions? La situation, elle se présente comment? Cette gouvernance budgétaire, elle se présente comment? Tu as parlé tout à l'heure que ce sont des chiffres. Faustin et Anatole, ils ont dit. Comme tu dis, je ne dois pas répéter ce qu'ils ont dit. Mais par contre, moi, je vais me focaliser sur que doit faire le budget. Quel est l'objectif? Objectif du budget de l'État. Pourquoi on doit faire un budget? Parce que ça fait longtemps, nous avons des gouvernements, il y a toujours des budgets. Il y a un bémol cette année, il y a un mot qui change et qui signifie tout à fait autre chose. Avant, on faisait ce qu'on appelait des budgets moyens. Aujourd'hui, on va sur
budget programme. Oui. Et je crois qu'on aura tout le temps de le dire. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, nous sommes devant un budget parce que avec un même budget, deux pays peuvent faire des choses différentes. Avec des budgets ces derniers temps, je prends les 3 années qui viennent de se passer, il y a eu une croissance budgétaire. On est parti de 1700 milliards en 2021, à 1800, on était à 2400. Aujourd'hui, on va faire un bond jusqu'à 4000 milliards. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des budgets. C'est le contribuable qui doit intervenir à un moment donné, ou l'endettement, dans une autre mesure, pour financer le budget. Mais que va faire ce budget? Quel est l'objectif de ce budget? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Est-ce que le peuple burundais, Faustin a parlé de la participation du peuple, est-ce que le peuple doit participer pour savoir quel est le processus pour avoir un budget à un moment donné où il a besoin des réalisations? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce budget? En fait, c'est ça qui va peut-être m'intéresser. Peuple participer comment? À la limite, parce que ça fait longtemps qu'on a dit qu'il n'y avait pas assez de transparence dans le processus budgétaire. Peut-être que les Burundais, comme on le dit souvent, ils prennent pas le temps de lire. À la limite, ils écoutent un peu quelques émissions comme celle-ci. Mais est-ce qu'ils sont éduqués à une certaine transparence budgétaire, à savoir véritablement ce que font les impôts qu'ils paient ou tout ce qui appartient à leur pays? Est-ce qu'ils sont habitués à ça? Est-ce qu'on va arriver à un moment donné à une situation où on va se dire, est-ce que le peuple burundais participe activement, à part quelques organisations comme Parsem et autres? Est-ce qu'on va arriver à un niveau où le peuple burundais va dire, nous savons ce qui intéresse notre pays, nous savons ce à quoi est destiné nos impôts, notre développement, et qu'est-ce qu'on est en train de chercher au final? Donc c'est peut-être ça qui va m'intéresser à un moment donné, parce que quand je vois les objectifs... Vous parlez comme s'il n'y a pas cette éducation associée la population dans l'élaboration et l'exécution. Est-ce qu'on a été éduqué à savoir ces choses-là? À un moment donné, c'est même là où se trouve même la manipulation de l'homme politique. Comment il manipule son peuple? Parce qu'on fait des choses qu'on ne connaît pas. Maintenant, on est en train de parler de chiffres, d'éléments ou des concepts que personne peut-être ne conçoit pas immédiatement. Peut-être il nous appartient de les mettre dans des mots les plus doux pour leur dire véritablement ce qu'ils doivent attendre d'un budget aujourd'hui qui croît sans cesse, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et si je rappelle par exemple les principaux objectifs d'une politique économique, si je me limite seulement là, pour ne pas parler trop des mots en l'air, nous avons l'objectif de faire croître le PIB du Burundi. Nous devons aller dans la création de l'emploi, d'une certaine manière, à arriver même au plein emploi dans notre pays. Et quatrièmement, il faut une stabilité des prix. Et en dernier lieu, il faut un équilibre donc externe. Avec tout ce qu'on est en train de faire, il faut un certain équilibre dans les échanges. Alors, si je regarde tout ça, comment ça se fait, à un moment donné, et que notre pays, croissement de budget régulier, une croissance régulière des budgets, mais une décroissance régulière du développement, c'est vous qui venez de dire dans votre... Croissance régulière des budgets, décroissance du développement. Bien sûr, c'est vous qui avez introduit au début que notre pays est parmi les plus pauvres. C'est classé par les institutions internationales, notamment le FMI. Prenez un exemple, c'est ce que j'ai dit. On est parti de quel budget à un moment donné? J'ai pris les 3 ans seulement. Ou si vous voulez, prenons 20 ans. On était à quel budget en 2003? On est à quel budget en 2023? Et d'une certaine manière, comment est parti notre développement jusque-là? De 2003 regardez la situation du chômage dans notre pays. Regardez la situation des revenus dans les ménages dans notre pays. D'une certaine manière, donc, je crois que c'est tout ça. La gouvernance budgétaire devait nous amener, pas seulement dans le processus de comment on va avoir un budget, mais quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il va faire pour arriver vraiment à satisfaire le Burundais qui paye? Ou même le pays qui s'endette et que c'est le contribuable qui va payer à un moment donné. Francis, vous semblez déçu. Non, ce n'est pas déçu. On est en train de parler de l'état des lieux. L'état des lieux. De l'état des lieux. C'est-à-dire, il y a des budgets qu'on est en train de faire. On est devant un budget aujourd'hui. Je ne rentre pas en arrière pour dire tout ce que Faustin a dit, comment on peut l'avoir. Et je suis en train d'aller
dans l'émission, peut-être, on va arriver jusqu'à un moment donné où on dit comment il devait satisfaire le contribuable. Est-ce que, tant que vous avez la parole, je ne sais pas si vous pouvez vous résumer pour parler de défis. Les défis, ce sont lesquels selon vous? Ou encore, qu'est-ce qui entrave la gouvernance budgétaire au Burundi? Je ne pourrais pas peut-être... Je ferai la même question pour les deux autres intervenants. Je crois qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est quoi? Régulièrement, moi, je vois, on parle de budget à la dernière minute. On l'a dit l'année dernière, aujourd'hui c'est le même cas. Faustin a dit qu'on devait... Par dernière minute, en parler. On est au mois de juin. Le dernier mois, les quelques 10 derniers jours. Donc on est en train de parler de budget. On l'aurait fait peut-être 3 mois avant pour que les gens sachent ce à quoi s'en tenir. Oui. Et le grand défi donc pour moi, ce n'est même pas la publication et certaines autres choses, mais c'est d'abord, est-ce que ce budget va nous faire remonter la plus petite des pentes, qu'on ne dise plus l'année prochaine qu'on continue de notre descente aux enfers, économiquement parlant. Je crois que c'est ça qu'on est en train de chercher. Pourquoi on fait ce budget? C'est pour que l'État arrive à payer ses dettes, pour que l'État arrive à payer ses fonctionnaires comme il le faut. Notre pays, il le fait souvent. C'est pour qu'on arrive à créer de l'emploi dans le pays. C'est pour qu'on arrive à stabiliser les prix. Donc, c'est pour qu'on arrive à faire un bond économique suffisant. On fait des budgets pour ça. Je crois que c'est ça le grand défi. On est en train de faire ce budget. Pourquoi? Pour continuer comme on faisait ou pour redresser la pente économique? Espérons que on y va donc pour redresser la pente. En tout cas, Faustin Tekouman, les défis. Les défis, ce sont lesquels? Ce qui entrave, selon vous, s'il y en a qui entravent, c'est cette gouvernance budgétaire. Je vais une fois rappeler, j'en avais évoqué. Mais le premier problème, le premier constat, et je peux donner l'exemple, sur 10 ans, de 2012 jusqu'en 2022-2023 aujourd'hui. Je parle du budget de 2012 et je compare avec le budget 2021 puis de 2022-2023. Imaginez-vous en 2012 les recettes fiscales. Les recettes fiscales étaient estimées à 500 milliards, autour de 500 milliards, les recettes fiscales. 2012, 500 milliards. Aujourd'hui, en 2022-2023, le budget de 2021, ils sont à 1500 milliards. Ça veut dire qu'on a multiplié par 3 les recettes fiscales. Les produits non fiscaux, on était à environ 48 milliards en 2012. Aujourd'hui, on est à 206. On a multiplié par 4. Pour des budgets chiffrés à combien? C'est pour des budgets... Non, je dis au niveau des recettes. Au niveau des recettes. On limite aux recettes. Est-ce que si tu analyses la croissance de ces recettes, est-ce qu'il y a des retombées positives sur la croissance économique et le développement? Non. Même si on pratiquait l'inflation, si on veut la déflation des prix, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de recettes fiscales. Donc, c'est la progression avec Robert, vous savez, oui. Il y a eu progression des recettes fiscales, mais pourquoi on n'a pas de résultats concrets au niveau de réalisation, comme le disait M. Francis? Ça veut dire qu'il y a un problème. Tout à l'heure disait mon collègue ici dans la Cour des comptes au niveau des programmations, comment les projets sont étudiés, sont suivis, comment les résultats, donc il y a toujours un problème. La passion des marchés pour ces produits, donc ces projets, la corruption, le contrôle, tout cela, quand il n'est pas bien assuré, il est difficile d'avoir les résultats. C'est cela ce qui m'écoeure, moi. On mobilise, ça c'est à la sphère du contribuable. On a mobilisé, on crée des taxes à tout va, les taxes sur les produits, les impôts sur les revenus, on mobilise, la pression fiscale augmente. Oui, le résultat quand même, on a triplé les recettes, mais regardez l'état des routes, le chômage, l'inflation, l'équipement scolaire.
Les élèves encore une fois s'assoient sur terre. On va Et finalement encore parler une de fois, paradoxe. l'endettement explose. Ah, On arrive à un endettement de 3 000, plus de 3 000, environ 4 000 milliards d'endettement intérieur. Alors qu'on a mobilisé environ les 4 recettes. 000 milliards Oui. endettement. Et alors qu'on a triplé les recettes fiscales. Où est allé cet argent au niveau Congo? Voilà l'équipement dans les écoles secondaires. Voilà l'état des routes ici, de gauche à droite. Voilà les bâtiments, par exemple, l'ancien collège du Saint-Esprit, comment c'est délabré sans pour rénover. Regardez le marché central. Regardez ici et là. Les barrages, ça ne se termine pas. C'est un problème qui Il y est a des là. barrages qu'on est en train de Mais construire. pendant combien de temps, justement? Une dizaine d'années. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut une solution à ce problème. Je voulais l'identifier à partir des chiffres que je donne. Si le gouvernement ne change pas, ne rectifie pas le tir, c'est un problème. On s'endette, on multiplie le recettes fiscales par 3, mais le résultat, il n'est pas cerné. Ça c'est un problème. Donc ça veut dire, il faut d'abord, pourquoi on n'est pas transparent? Pourquoi pas on a, c'est pas au public, pour que tout se passe dans la transparence? Pourquoi ces projets de développement sont mal étudiés, ne donnent pas des résultats? Des fois, les marchés la pratique des marchés est biaisée. Hein? N'est-ce pas? Pourquoi les ministres ne viennent pas nous expliquer ces programmes pour être redevables? Le ministre de l'Agriculture, par exemple, il devait venir nous dire pourquoi le système de subvention d'engrais. Mais Faustin, pour tout ce que vous êtes en train de dire, vous semblez ne rien voir comme résultat. Non, je dis, Positif. je compare. C'est un défi. Je compare, l'augmentation des recettes a été multipliée, mais les résultats ne sont pas à la hauteur. Quel résultat positif que vous pourriez identifier? Identifier aussi ces infrastructures. Allez à l'école primaire. Toi, tu es journaliste. Allez à l'école primaire. Les enfants s'assoient encore par terre. Tu ne le vois pas. Quel barrage qui est terminé jusqu'à aujourd'hui? Ruzibazi, par exemple. Gigi Mourembe ou autre. Même au niveau même des financements extérieurs. Aujourd'hui, on compte mobiliser 900 milliards de financements extérieurs pour l'année budgétaire 2023-2024. Donc, je me dis que quelque part, il faut qu'on ait des résultats. C'est cela qu'on veut en fait. C'est pour cela qu'on dit que la gouvernance budgétaire doit être améliorée. C'est le conseil, c'est ce que nous disons. Espérons qu'on va y arriver. Anatole Iradukunda, ancien cadre de la Cour des comptes. Et Faustin semble ne pas voir beaucoup de choses, en tout cas, comme résultat positif. Je ne sais pas si c'est le même cas pour vous. Oui. Auparavant, je disais que... On est en train de parler de défis, même. Oui. Auparavant, je disais que une bonne planification va répondre aux défis de la population. C'est-à-dire quoi? Le budget, dans les conditions normales, le budget vient pour financer les projets qui viennent pour augmenter, pour améliorer la vie des citoyens. Alors, des fois, peut-être que les programmes ou projets ou politiques publiques ne sont pas bien étudiés au niveau des ministères. C'est la raison pour laquelle certains projets ne sont pas achevés en temps réel. Ou bien on n'arrive pas à focaliser bien les défis qui n'aboutissent pas au développement. C'est-à-dire quoi? Pour arriver à exécuter un budget, il faut d'abord des programmes, des politiques bien étudiés, bien élaborés. Et des fois, je pense que on n'arrive pas à étudier les politiques publiques. C'est-à-dire quoi? Faustin vient de dire des routes qui ne sont pas en bon état. Peut-être qu'on n'arrive pas à mobiliser les fonds pour répondre à ces défis qui dérangent le développement. Mais aussi,
on arrive des fois à constater que il y a des activités qui sont mal faites, qui sont mal faites. C'est-à-dire quoi? Il ne suffit pas d'élaborer une politique, mais aussi il faut suivre. Il faut suivre. Oui. Dans l'exécution. Oui, il faut suivre l'exécution. Parce que si on a parlé du projet d'Okajeke, on a parlé d'autres, Jijimolem, où les activités sont Kaboussé. Oui. Il faut alors suivre. Il faut un processus de suivre les projets et programmes mis en avant. Sinon, il est très difficile d'atteindre les objectifs si le mécanisme de suivi n'est pas régulier. Selon vous donc, les conséquences, il y a tant de défis en tout cas à vous entendre, vous tous les trois, il y a tant de défis pour cette gouvernance budgétaire, relance à l'économie du pays. Quelles répercussions, quelles conséquences si cette gouvernance n'est pas bonne? Si la gouvernance n'est pas bonne... Donc pour l'économie du pays. Pour l'économie du pays, c'est que d'abord, le pays ne peut pas se développer. Là, si on fait une prévision qui n'est pas réaliste, ou bien qui n'est pas bien exécutée, il est très difficile que le pays soit développé. Encore plus, il faut bien déterminer les priorités du gouvernement. Si on se lance à l'agriculture, il faut chercher des mécanismes qui doivent rendre l'agriculture moderne. Sinon, c'est une politique qui se trouve dans les documents qui ne sont pas réalistes sur le terrain. Francis Lohero, acteur politique indépendant, vous suivez de près la situation, l'économie du pays, et on parle de répercussions, oui, mais que dire de la part de l'implication des techniciens dans l'élaboration et l'exécution du budget de l'État? Merci. Je crois que au Burundi, c'est difficile de pouvoir faire une distinction nette de qui fait vraiment de la technique ou qui fait de la politique. Qui fait quoi? Oui, qui fait quoi? Parce que si on va dans les détails, si vous voulez, je m'excuse. Si on va dans les détails, quand vous regardez par exemple le budget actuel, il a fait un bond jusqu'à 4 000 milliards. On remarque que le budget de fonctionnement a été majoré jusqu'à 70%. J'espère qu'on ira à un moment donné dans les détails aujourd'hui. Donc, mais quand on voit le budget d'investissement, c'est moins de 30%. C'est-à-dire, en regardant donc de près, tu comprends réellement, en fait, qui est le technicien. Le technicien, qu'est-ce qu'il fait? C'est un exécutant. Qui donne les grandes décisions? C'est l'homme politique. En réalité, aujourd'hui, vous avez parlé de la vision 2040 vers l'émergence et une possibilité de développement vers 2060. Ça dit, ça c'est une vision. J'aurais aimé à un moment donné qu'aujourd'hui, on arrive avec le développement du numérique, de la vidéo, qu'on arrive à dessiner ce pays qu'on veut en 2040, à la limite en 2060, qu'on arrive à le dessiner, qu'on sache comment il sera, tout ce qui peut, pour que ça allège celui qui regarde, celui qui fait la lecture. Donc, qu'on se dise, voilà le pays qu'on aura. Là, pardon, excuse-moi, le technicien aura la possibilité de s'exprimer. Mais quand ça reste uniquement quelques papiers entre quelques intellectuels, c'est-à-dire la population ne sait pas. Au fait, ça signifie quoi pour lui, émergence? Le développement, ça signifie quoi pour lui en 2060? C'est même à la limite trop loin. Alors, avec cette réalité, il y a un dispatchement. Il faut vous dire, les 5 premières années, on va faire ça. Les 5 suivants, et ainsi de suite. Il faut que les gens aient une idée de la totalité. Qu'est-ce qu'on cherche dans un premier pas, jusqu'en 2027, jusqu'en 2034, qu'est-ce qu'on voudra et qu'est-ce qui nous sera utile pour l'instant. Alors, c'est à ce niveau que le technicien intervient, parce que l'homme politique a donné une idée globale, une idée sur laquelle il s'est investi avec des cadres techniques,
qui lui disent ceci c'est possible, ça c'est pas possible, parce que en ressortant du discours politique, alors il se dit ça c'est faisable et ça ce n'est pas faisable. Alors le technicien intervient et c'est là où je dis peut-être que ça va même résoudre à un certain niveau les difficultés qu'on assiste dans le pays, parce que trop de débats c'est sur le trop politique et jamais sur la technique. Mais en réalité, le technicien, qu'est-ce qu'il vient faire à un moment donné? Il vient exécuter ce que l'homme politique lui dit. C'est pour cela que vous allez voir, dans nos budgets... Donc le technicien, c'est l'exécutant. Oui, il exécute ce qu'on lui dit. Par exemple, aujourd'hui... Donc le technicien ne planifie pas. Non, ce n'est pas lui. Il exécute ce que lui dit l'homme politique. À un moment donné, pour qu'il arrive à avoir une parole, c'est-à-dire que c'est lui qui doit penser ces choses, parce que l'homme politique donne la vision, lui il pense, il dit ceci c'est faisable. Regardez la réalité qu'on venait de dire tout à l'heure. Comment faire que vous augmentez à un moment donné les salaires? C'est une bonne chose, la population aime quand vous augmentez les salaires. Tout le monde a besoin de l'argent. Hein? Bien sûr. Vous augmentez aussi l'argent dans des programmes qui consomment. Par exemple, la consommation de carburant, les déplacements des autorités et beaucoup de choses. Et vous trouvez que le budget de fonctionnement a pris une ampleur considérable. Mais regardez par exemple, je prends de l'exemple de l'année dernière. Au début de ce septennat, le président avait dit qu'il allait soutenir les coopératives. Et on a dit, malheureusement, que les coopératives l'année dernière, par colline, avaient reçu 10 millions. 10 millions, c'est quoi au Burundi? C'est même peut-être une petite boutique dans le quartier. Et vous pensez développer une coopérative d'une colline quelque part au Burundi, où il y a peut-être 300 personnes qui adhèrent à cette coopérative, et vous dites que vous attendez le développement par an avec 10 millions de francs. À un moment donné, ça dit que c'est un amusement pour le peuple. Ils se disent... Donc vous voulez dire que c'est irréaliste? C'est même pas... Oui, irréaliste plutôt, c'est ça le mot. C'est pour ça que je dis, quel est le rôle du technicien à ce niveau? Il faut que l'homme technique, on lui dise, on veut sur cette colline cette année une image de quelque chose qui représente comme ça. Et c'est là même l'intérêt d'aller dans ce qu'on appelle le budget programme. Parce que cette fois-ci, on ne fait pas de budget avec les moyens qu'on a, mais avec l'ambition qu'on veut se donner. Et c'est là où on se dit, on a besoin, par exemple, sur une colline ou une zone, qu'on ait des travaux de grande envergure, une agriculture peut-être mécanisée, à la limite motorisée, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être fait par 10 millions d'argent. Il faut un investissement sérieux, il faut un inversement, que l'investissement prenne de l'ampleur, parce que quand la plupart des programmes ne peuvent pas créer de la monnaie, créer des richesses, vous allez toujours être en train de consommer sans être capable de créer des richesses. Je rappelle en passant que le débat mosaïque d'aujourd'hui portait sur la gouvernance budgétaire impréalable à la relance économique du Burundi. État des lieux, défis et perspectives. 3 invités sont avec nous sur le plateau, à savoir Francis Rohero, acteur politique indépendant, économiste. Il a été candidat à la présidentielle de 2020. Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, ainsi que Anatole Iradukunda, un juriste, un ancien cadre de la Cour des comptes. Et je vais faire le tour de table avec cette question en rapport avec l'octroi et l'exécution des marchés publics. Faustin, comment se porte-t-il, puisqu'en effet, une bonne partie du budget est exécutée à travers les marchés publics, n'est-ce pas? Bon, les marchés publics, c'est parce que le gros même de l'exécution du budget passe par les marchés publics. Et quand les marchés publics sont mal organisés, on n'aura pas de résultat concret d'un projet quelconque. Parce qu'il y a l'argent, il y a l'infrastructure publique. L'argent, une institution. L'argent, une école. L'argent, un barrage. L'argent, une route. C'est ça. Tout est argent. Alors, il faut avoir, est-ce que l'argent décaissé, si on fait une analyse en parallélisme, avec l'infrastructure construite, est-ce qu'il y a parallélisme? On n'a pas décaissé, puisque la qualité d'une infrastructure qu'on constate, c'est ça. Parce que si on exécute mal, l'argent sera bouffé. L'exemple, c'est par exemple le barrage d'eau
demande. Le président est allé, a crié, il a dit, on vient de décaisser plus même de la moitié, 50 milliards. 54 milliards, alors que rien n'est encore fait. C'est cela alors marché public. Mais il y a d'autres infrastructures. On décaisse l'argent, l'école n'est pas construite, on décaisse l'argent, la route n'est pas construite. Le barrage n'est pas construit. C'est cela la mauvaise. Mais l'argent est décaissé. Il est décaissé. Ça veut dire qu'il se volatilise dans les poches des gens. Des personnes qui ont inséré ce marché. Donc c'est horrible. Donc l'argent va être bouffé. C'est pour cela que je dis justement, il faut surveiller. On vient de multiplier les recettes, on vient de s'endetter, mais les infrastructures, on ne les voit pas. Il y a un hic alors. Quelque part, il y a un hic parce que l'argent, au lieu d'exécuter un programme à travers les projets d'investissement, bien étudiés, bien suivis, il y a un problème. Donc, au niveau justement de la passation des marchés. Parce que qui dit passation des marchés, c'est le choix de l'entreprise qui va construire une infrastructure. C'est le choix, par exemple, d'une entreprise de surveillance qui surveille l'entreprise ayant gagné le marché. C'est la réception de l'infrastructure. Donc, c'est l'infrastructure à toutes les qualités les requises par rapport au dossier d'appel d'offres. Donc, il y a tout cela. C'est un processus de gestion des marchés publics. Quand alors on va créer des entreprises fictives qui appartiennent à ses relations, à ses enfants, à sa famille, à ses collègues. Cette petite question, ces marchés publics, c'est à travers des compétitions. Justement, je dis, quand c'est biaisé, justement, on ne voit pas. Est-ce que si on fait une compétition, mais on y met conflit d'intérêts, ce sont les mêmes organisateurs des marchés publics qui interviennent par des personnes déguisées, leurs enfants, leurs familles, leurs collègues, copains du parti politique, tout est biaisé. Donc ça veut dire que le marché lui revient indirectement. C'est comme ça. Tu es ici au Radio Isanganiro. Radio Isanganiro veut acheter quelque chose. Un équipement quelque part. Tu soumissionnes à travers ton enfant. C'est ce qui soumissionne. Mais c'est biaisé, justement. Et tu donnes la marchandise plutôt à un équipement de mauvaise qualité. Est-ce que vous avez des preuves de ça? C'est tout cela qui est organisé, même dans les études qui ont été faites. On a constaté que, justement, ce manque de transparence dans les marchés, de publication, de quoi. Heureusement qu'aujourd'hui, on est en train de faire une innovation à l'autorité de régulation des marchés publics. On voudrait que les entreprises qui se missionnent, toutes les entreprises du Burundi, on essaie d'identifier les vrais propriétaires. Les vrais propriétaires de ces entreprises. Des entreprises. Vous vous souvenez, mais quand le Premier ministre a rencontré les cambistes là, ce jour-là, il a dit, on sait que ce n'est pas vous, propriétaire de ces. Voilà. C'est la première préoccupation qu'il a dit. On sait que ce n'est pas vous. Donc, quelque part, vous comprenez. Anatole Iladokounda, exécution des marchés publics. Oui, l'exécution des marchés publics, d'abord, passe au moment de l'exécution des projets de l'État. Toujours, l'autorité de régulation des marchés publics a un rôle très important au moment de la passation des marchés publics, à l'exécution des marchés publics, mais aussi au contrôle, c'est-à-dire au niveau de la réception de l'œuvre qui a été réalisée par l'entreprise gagnante. Mais le problème se trouve d'abord au niveau de l'attribution des marchés. Comment on attribue le marché? Quelle est la détermination du soumissionnaire gagnant? Dans ce cas, il y a un problème. Il y a un problème parce que des fois, on trouve que ce sont les mêmes soumissionnaires qui gagnent presque dans tous les marchés. Mais aussi, dans tous les marchés, dans tous les domaines aussi. Dans tous les domaines aussi. mais aussi, il y a un problème au niveau de la surveillance.
parce que des fois, on trouvait que une infrastructure publique a été réceptionnée avec quelque chose qui manque, ou bien on a payé des fois à l'entreprise avant qu'il réalise l'œuvre qu'il devrait mettre en place. Là, vraiment, je trouve que d'abord, le responsable des marchés publics doit suivre si réellement on lui a attribué une œuvre qu'il avait demandée. Sinon, on va toujours assister à des infrastructures de mauvaise qualité. Exécution des marchés publics, Francis Lohiro. Je vais aller sur notre angle parce que ils ont dit ce qu'il fallait, mais je crois que le problème n'est pas à ce niveau. Je pourrais aimer que même... vous pensez que ces gens-là ne savent pas les procédures? Ils savent. Mais la question c'est le cœur des gens. À un moment donné, les Burundais ont fait des études, ils savent beaucoup de choses, mais quand on n'a pas envie de voir un pays développé, on ne peut pas le faire. Est-ce qu'on n'a pas envie? Moi, je regarde les faits. J'ai écouté souvent le président de la République. Il dit, à la limite, il a même envie de pleurer. Il dit que le pays va mal. Il dit que les gens ne l'aident pas. Il dit que les gens font sciemment, ils volent sciemment, ils détournent des choses. Il le dit. Je ne fais que le citer, vous le savez. Vous avez même ici des paroles où il le dit très souvent. C'est mieux pour le pays parce qu'avoir un président qui ose dire ce qui ne va pas dans son propre gouvernement, c'est une première dans notre pays. Quand il dit que ça ne va pas, c'est-à-dire que ces gens-là, ils savent tout ce qu'il faut faire. Ils savent comment les marchés doivent se donner. Parce que pour moi, l'important, ce ne serait même pas de faire de la compétition. Si le parti au pouvoir a des gens capables de le faire, si vraiment ils ont envie de le faire, même sans compétition, ils peuvent nous offrir du bon travail. Mais quand ils ne le veulent pas, même avec des compétitions extraordinaires, personne ne fera ce qu'il nous faut. Donc je crois qu'il nous faut élever peut-être le niveau à un autre niveau. Qui sont les gens qui nous gouvernent? Qu'est-ce qu'ils veulent au fond d'eux-mêmes? Parce que si je pense qu'aujourd'hui, le président de la République a vraiment une ambition, a la volonté de le faire, il faut qu'il s'entoure des personnes qui peuvent le faire. Ces marchés sont exécutés par qui? Par des gens qu'il connaît. Dernièrement, il a dit, et ça ne m'a pas plu, c'est à mon humble façon de le dire, quand il dit que les gens du ministère de la Justice ne sont pas en train de travailler, qu'il va lui-même aller sur les collines pour rendre le droit. Est-ce qu'il pourra le faire seul? Quand il a dit au ministère des Finances qu'il va faire lui-même ces choses-là, est-ce que vraiment il peut faire tout ça lui seul? Non. Je crois que c'est au moment, il doit créer un mécanisme autour de lui, à chercher des bonnes personnes et les mettre à la place qu'il faut pour que vraiment ce travail soit fait. Parce qu'il ne faudrait pas que chaque fois on vient, on dit ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors que les gens qui le font, ils le font exprès. Alors qu'il y a quelqu'un qui peut les mettre et les démettre. Il a envie d'un résultat. Au bout du compte, c'est lui, on dira, c'est lui qui a développé le pays ou c'est lui qui ne l'a pas développé. C'est lui qui est le premier comptable. Il faut qu'il aille à son niveau, à savoir vraiment ce qu'il est en train de chercher. Il faut qu'il s'entoure de bonnes personnes. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de faire, la mondialisation, il peut même utiliser les Burundais. S'il en a envie, il peut même chercher des étrangers qui viennent travailler pour l'argent. Il dit, je veux une route bien faite, je veux une entreprise qui fait ceci, qui est bien faite. Donc il faut qu'il utilise des gens. Est-ce que là, ce ne serait pas une façon de dédaigner des individus? Non. Qui se trouvent ici, le pays au est niveau une local. entreprise. Le pays est une entreprise. Même à la maison, si vous savez cuisiner, vous pouvez le faire vous-même. Mais si vous n'avez pas le temps et que vous ne savez pas, vous cherchez un domestique. Je crois que c'est élémentaire. Les lunettes que tu portes ont-ils été fabriquées par un Burundais? Pourquoi tu portes des lunettes fabriquées à l'étranger? Pourquoi tu acceptes d'acheter des lunettes fabriquées à l'étranger? C'est que même cet étranger peut venir ici, t'offrir quelque chose sur place. À vous donc la parole pour proposer des suggestions, des recommandations. Bon, suggestion d'abord au niveau de la forme. Il y a au niveau de la forme, c'est à 3 niveaux. Il faut développer la transparence. La transparence, ça veut dire c'est la publication des documents
budgétaire. D'abord, je me dis au niveau budgétaire, au niveau procédural, publier les documents budgétaires. N'est-ce pas? Tout le processus budgétaire, au niveau de tout le processus budgétaire, donc c'est-à-dire rapport au préalable au budget, projet de budget d'exécutif, le projet approuvé, le budget approuvé, le budget citoyen, les rapports en cours de route, et la révision, vous l'avez évoqué, la révision budgétaire, jusqu'au contrôle même. Il faut vraiment une publication conséquente. 2, associer le public. Il faut que ça soit le public plutôt que le public soit associé dans le processus budgétaire. Comme vous, Francis est en train de le dire, il faut que, par exemple, toutes ces considérations de Francis, il fallait les évoquer à partir du mois de mars pour aider le gouvernement à réfléchir beaucoup davantage avant de fixer le projet de budget ou le budget approuvé qui sera mis en exécution. 2, je dirais, il faut une meilleure programmation budgétaire. Alors, le budget programme dont on évoque, mais il faut au moins savoir planifier à partir d'un programme politique, un programme de vision. Il faut une planification, il faut des projets bien étudiés, bien élaborés, une gestion axée sur les résultats, transparente avec une meilleure passion des marchés. Là, c'est tout à fait normal. Alors, éviter aussi les tricheries de dépassement budgétaire sans autorisation, vous donnez tel budget à 1 milliard, vous exécutez 2 milliards sans autorisation. Donc, désordre quoi? Il faut une discipline budgétaire. Au niveau de l'exercice, on doit une discipline. C'est un système comptable fiable. Donc, c'est à fait normal. Et puis, la redevabilité. La redevabilité veut dire que le gouvernement, les ministres, ils élaborent un programme, il faut venir expliquer eux-mêmes. Quand il a dit que... Expliquer devant le Parlement. Même le peuple, le citoyen, au Parlement, ils peuvent y aller. Justement, même, ils organisent des fois des descentes. Est-ce que Theresa May n'organise pas des descentes dans les quartiers d'Afrique? Il faut qu'ils viennent dans les quartiers expliquer le programme, comme s'il sera redevable de ce qu'il a promis de mettre en application. On sera transparent, on va lui demander, tu avais accepté de faire ceci et cela, et on va suivre à la loupe. Mais actuellement, comme c'est flou, il ne promet rien, il n'exécute rien, le peuple est ignorant, on constatera l'augmentation justement des recettes, le triplement des recettes fiscales, mais on n'aura rien comme résultat. Donc je dois dire ça. Et la lutte contre les malversances économiques, l'enrichissement illicite, tous ces blanchiments, le détournement, et vraiment assurer le contrôle du budget par les institutions indépendantes, en l'occurrence la Cour des comptes, institution dans laquelle était M. Iradokunda Anatole. Donc c'est très pertinent. Le rôle, maintenant si on analyse le budget de la Cour des comptes, il est très minime. Il faut le redoubler, il faut des moyens financiers, il faut un soutien. Et le soutien politique du président en s'entourant des hommes capables à 3 niveaux. Bien formés, avec une moralité. Bien formés. Qui travaillent dans un environnement favorable. Avec donc une politique bien tracée, une vision et les moyens qui suffisent. Anatole Iradokunda, des suggestions, des recommandations pour que cette gouvernance budgétaire puisse aider à la relance économique du pays. Merci beaucoup. Premièrement, il faut que la planification soit efficace. C'est-à-dire qu'il faut impliquer les bénéficiaires du budget qui est le peuple, les contribuables. Il faut aussi de bonnes personnes pour exécuter les politiques mises en avant. Il faut aussi des mécanismes de contrôle. Vous avez parlé des marchés publics. Il faut que le suivi soit vraiment régulier pour éviter des scandales à la fin. Parce que des fois, si on paye les soumissionnaires qui ont exécuté le marché, alors que l'infrastructure qui devait être érigée n'est pas là, c'est un scandale. Alors, aussi, il faut que la Cour des comptes que j'ai servie s'implique davantage
dans le contrôle, surtout au niveau de l'analyse du projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire. Est-ce que vous estimez en passant que les recommandations de la Cour des comptes sont tenues en considération? Oui, parce que l'Assemblée nationale, dont la Cour des comptes relève, est souvent prise en considération les recommandations de la Cour des comptes. Mais peut-être qu'on aura le temps. Cette institution a aussi des difficultés qui l'empêchent à exercer à bon ses missions. Francis Lohero. D'abord, pour moi, comme recommandation, j'ai constaté que cette année, il y aura un déficit budgétaire très, très élevé qui va jusqu'à 18,5%. 18%, c'est trop grand. Et je me demande comment ils vont faire pour avoir d'abord le budget qu'il faut. Et donc comme recommandation, j'aurais aimé qu'il soit revu à la baisse. Dans le cas qu'il faut peut-être un déficit qui va autour de 5%, ce serait acceptable. Mais là, c'est trop. Je me demande où ils vont trouver de l'argent. Parce qu'à la limite, il y a des fois où on se donne trop de choses. Et quand on ne les fait pas, ça va alourdir encore les autres programmes des années suivantes. Donc, c'est vraiment difficile. Et aussi, il faut qu'il y ait une augmentation des dépenses par la demande interne. Parce que pour que cela soit possible, il faut que la population puisse travailler. Donc, il faut aussi peut-être qu'il y ait une baisse des impôts. Parce que, afin d'une certaine manière de... baisse des impôts, alors que vous parlez de déficit élevé. Bien sûr. C'est plus de 720 milliards. Parce que je ne suis pas d'accord avec une augmentation excessive des budgets. Donc, qu'est-ce que je cherche au fait? Il faut que les familles arrivent à avoir des revenus. Avec trop d'impôts, les revenus sont amenuisés. Donc, à la limite, c'est-à-dire que qui va payer ces impôts? Je préfère des impôts qui sont donnés que des impôts qui sont chippés à la limite, parce que quand le peuple n'est pas à l'aise pour donner des impôts, et des fois ils ne le font pas, oui, ils recourent donc à la corruption, et des fois on le voit. Donc je pense qu'il faut aussi, quatrièmement, je demanderais à ce que le gouvernement privilégie des programmes qui vont dans la création des richesses. Si je regarde bien, parce que on consomme trop, on dépense trop, et si on ne crée pas, est-ce qu'on consomme et ce qu'on n'a pas? Bien sûr, bien sûr. Déjà le déficit le dit bien, il dit ça, parce qu'on ne produit pas assez, c'est ce qu'on va produire. Donc, il ne faudrait pas que cet exercice continue régulièrement à trop dépenser que de ne produire. Donc, j'encouragerais le gouvernement à envoyer l'argent dans des secteurs producteurs d'abord, puis utiliser ce qu'il a produit, ce qu'il a eu comme bien dans les dépenses possibles. Merci de votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes acteur politique indépendant. Vous avez été candidat à la présidentielle de 2020. Merci de votre participation à l'émission Mosaïque. C'est moi qui vous dis merci, et je remercie aussi ceux qui ont participé avec moi et les téléspectateurs de Radio Isanganiro. Merci Anatole Iradukunda, ancien cadre de la Cour des comptes et juriste. Merci de votre participation et votre contribution à l'émission. Et moi je vous remercie. Merci à vous, Faustin Ndikumana, directeur national de Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution. Merci de l'invitation. Je remercie les auditeurs, vous les journalistes, animateurs et mes collègues avec qui on a partagé le débat. Merci. C'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Elle portait sur la gouvernance budgétaire, un préalable à la relance économique du Burundi. Merci à tous et tous de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. Nos programmes continuent sur Radio-Télévision Isanganiro. Mosaïque. Mosaïque.